Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre conférence web organisée par le Laboratoire de Superjustice. Alors, sans plus tarder, Maître Denou, la parole est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager à l'instant mon écran. Donc, je crois que vous voyez bien mon écran. Génial. Et si je ne me trompe pas, j'ai l'équivalent d'une 45 minutes, c'est bien ça, et une quinzaine de minutes de questions par la suite. Génial. Alors, oui, bon, ben, d'une part, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, vous parler un peu de choses sur lesquelles j'ai travaillé. Vous voyez dans la présentation, en fait, dans l'affiche, en fait, il est indiqué que j'étais stagiaire postdoctoral au CCC et au CRDP. Effectivement, le stage, toutefois, a fini la semaine dernière et là, je viens d'en commencer un nouveau stage postdoctoral au département de psychopédagogie et de psychologie du counseling de l'Université de McGill et au CCC et CRDP, je m'intéressais et je continue d'ailleurs à m'intéresser. En fait, les projets que j'ai commencés là continuent. À la préparation des témoins et à l'évaluation de la crédibilité des témoins. Au département de psychopédagogie et de psychologie du counseling, des nouveaux projets vont s'ajouter maintenant. Le projet principal qui est financé par le CRSH, c'est un projet sur l'évaluation de la crédibilité des témoins enfants et l'impact finalement des croyances sur le mensonge, l'impact de ces croyances-là sur l'évaluation justement de la crédibilité des témoins enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de des enjeux en fait, de justice virtuelle par rapport à la communication non verbale et à la crédibilité des témoins, en espérant que ce que je vous présente suscite un peu la réflexion, en fait. Je pense que c'est l'objectif de la présentation. Donc évidemment, bon, comme c'était mentionné, je suis avocat, mais je veux mettre ça très, très clair. Aujourd'hui, là, ce que je vous parle, ce n'est pas des conseils juridiques. Je ne mets pas mon chapeau d'avocat pour vous parler. Ni celui, je travaille également comme coroner, donc je ne mets pas mon chapeau de coroner aujourd'hui, je mets uniquement mon chapeau de chercheur, de stagiaire postdoctoral, qui s'intéresse à ces enjeux-là, là, des enjeux de communication non verbale et d'évaluation de la crédibilité. Donc, la présentation d'aujourd'hui, elle est basée sur différents textes que j'ai déjà publiés. Vous en avez la liste devant vous. Évidemment, tous ces textes-là sont accessibles. Si vous avez de la difficulté à accéder à l'un ou l'autre de ces textes-là, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous diriger au bon endroit. La présentation va être divisée en 4 parties. La première, bon, je vais revenir sur le non-verbal et les tribunaux, la recherche sur le non-verbal. Par la suite, je vais parler des critiques, puis un peu des réponses sur le rôle du non-verbal dans les procès. Puis finalement, j'aborderai quelques autres enjeux potentiels des procès virtuels. Évidemment, ce que je vous présente aujourd'hui, là, comme le dit l'expression, ça ne sort pas de ma poche. C'est des arguments que j'ai déjà présentés ailleurs, notamment dans les textes que j'ai listés au début. Et c'est des arguments aussi que j'ai présentés, entre autres, lors d'une conférence au CCC le 22 octobre dernier, le 22 octobre, je pense, dernier. Donc voilà. Première chose, quand on regarde l'impact du non-verbal dans les procès, je dirais que dans un contexte juridique, évidemment, là, une des choses qui est importante de regarder, c'est d'abord, c'est quoi la place que le non-verbal a selon la Cour suprême du Canada ou d'autres tribunaux d'appel. Dans un premier temps, c'est des choses que certaines et certains d'entre vous savez probablement, mais la crédibilité, c'est un enjeu qui est omniprésent dans la plupart des procès, puis dans sa portée la plus étendue, ça peut équivaloir à une décision sur la culpabilité ou l'innocence. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. La Cour suprême en 2002. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est conforme à la littérature scientifique, parce que la crédibilité, en fait, c'est quelque chose qui est omniprésent non seulement dans les procès, mais qui est omniprésent dans votre vie au quotidien, en fait. Quand vous regardez un politicien, quand vous regardez un collègue, un ami,
Qu'est-ce qui fait que vous allez accorder plus ou moins d'importance aux propos de cette personne-là? C'est entre autres la crédibilité de cette personne-là. Donc, et quand on parle de crédibilité dans les procès, bien évidemment, on pense initialement à la crédibilité des témoins, mais qu'on se comprenne, la crédibilité dans un procès, on peut aussi bien parler de la crédibilité des avocats qui va jouer sur leur capacité à persuader le tribunal du bien fondé de leur argument. Toujours selon la Cour suprême, la question de la crédibilité, ça relève de la compétence des profanes. Les gens ordinaires jugent quotidiennement si une personne ment ou dit la vérité. On aura la chance d'y revenir. C'est la position de la Cour suprême. D'un point de vue scientifique, cette position-là soulève quand même des questions. Parce que la capacité des gens à détecter les menteurs, détecter, c'est un petit mot qui veut dire beaucoup de choses, on aura peut-être la chance d'en parler, mais la capacité des gens à détecter le menteur, de façon générale, n'est pas très bonne. Donc, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Mais au quotidien, dans l'état actuel des connaissances, cette capacité-là, elle n'est pas géniale, si je peux m'exprimer comme ça. Toujours selon la Cour suprême du Canada, lorsqu'il est question de la crédibilité, en fait, comment le juge doit évaluer la crédibilité? Bon, bien évidemment, il y a plusieurs points de repère qui sont donnés par la Cour suprême du Canada et par d'autres tribunaux d'appel. Un de ces éléments-là, en fait, c'est que la crédibilité sur la Cour suprême doit toujours être le résultat de l'opinion du juge, du jury sur les divers éléments perçus au procès. Et tout ça là, à l'aide de l'expérience, de la logique et de l'intuition à l'égard de l'affaire. À nouveau, c'est la position de la Cour suprême. D'un point de vue scientifique, cette question-là soulève néanmoins, cette prise de position-là, soulève néanmoins certaines questions. Pourquoi? Parce que les décideurs, comme n'importe qui d'autre finalement, sont sujets à différents biais qui peuvent contribuer à teinter, je dirais, l'appréciation de la crédibilité. Et donc, ça, pour une réflexion sur les enjeux de communication non verbale et d'évaluation de la crédibilité des témoins, on ne peut en faire l'économie de l'impact de ces biais et de ces croyances-là que les décideurs, et je rappelle, comme n'importe qui d'autre, peuvent avoir. La Cour suprême du Canada, en fait, la Cour suprême du Canada et encore une fois, là, plusieurs autres tribunaux d'appel, et d'ailleurs, ce n'est pas le propre des tribunaux canadiens, là, dans d'autres pays, dans d'autres systèmes de justice accusatoire, les systèmes de justice avec lesquels je suis un peu plus familier. Dans ces systèmes de justice accusatoire-là, où les parties finalement présentent leur point de vue et défendent leurs arguments et ont vraiment le contrôle finalement sur la preuve qui est présentée sur les arguments qu'ils mettent de l'avant, eh bien, dans les systèmes de justice accusatoire, le non-verbal a un rôle important à jouer. Et la Cour suprême du Canada le rappelle à différentes reprises. Un exemple, par exemple, en 1993, la Cour suprême disait que non seulement le juge de première instance entend les témoignages, mais il a également le grand avantage d'observer le comportement de tous les témoins. Il peut tenir compte des pauses importantes dans les réponses, des modifications de la physionomie, des regards de colère, de la confusion, de l'inquiétude. D'ailleurs, cette capacité-là, on fait comment je dirais, ce rôle-là, en fait, que les juges ont d'évaluer la crédibilité et, entre autres, cette possibilité-là qu'ils ont de regarder les témoins. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les tribunaux d'appel, ce n'est pas la seule raison, évidemment, mais c'est une des raisons, pour lesquelles les tribunaux d'appel vont rarement revenir sur les enjeux de crédibilité parce que le juge de première instance a la possibilité, finalement, de voir et d'entendre les témoins. De voir et d'entendre les témoins, ça fait indirectement référence à de la communication non verbale. Et lorsque vient le temps d'évaluer, en fait, d'observer ces comportements-là des témoins dans les procès, en fait, ce que la Cour suprême rappelle, en fait, ce qui n'est pas impertinent pour l'observation du non-verbal, la Cour suprême le dit, c'est quiconque témoigne devant le tribunal, quel que soit son âge, c'est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage sont des critères pertinents compte tenu de son développement mental, sa compréhension et sa facilité à communiquer. Encore une fois, prise de position de la Cour suprême du Canada. Puis, en fait, je ne peux pas m'empêcher, quand je
je vois cette prise de position-là de la Cour suprême du Canada de soulever l'enjeu, finalement, que dans la formation des juristes, il n'y a pas de cours obligatoires pour, par exemple, sur la communication interpersonnelle ou encore sur des cours de base en psychologie. Ce genre de cours-là m'apparaît, d'ailleurs, je l'ai écrit dans un article récemment, ce genre de cours-là m'apparaît essentiel dans une formation en droit, et d'autant plus que si un juge doit tenir compte du développement mental, de la compréhension, de la facilité à communiquer, bien, sur la base de quelles connaissances le juge peut tenir compte de ces éléments-là si il n'y a pas de formation pour les juristes là-dessus. Donc, pour mieux outiller finalement à la fois les avocats et les juges, et pour que les juges soient en mesure de mieux apprécier justement là, ces éléments-là que la Cour suprême suggère, il m'apparaît essentiel finalement que dans les formations en droit, il y ait à tout le moins, là, au moins juste un cours sur la communication interpersonnelle. Parce que soit dit en passant, ce n'est pas parce qu'on communique à tous les jours qu'on comprend nécessairement comment la communication fonctionne. Donc, il y a des chercheurs qui s'intéressent à ces enjeux-là depuis des dizaines d'années, qui publient des centaines, voire des milliers de publications sur comment on peut mieux communiquer, comment, par exemple, on peut créer une meilleure relation avec de l'empathie avec une personne, créer un rapport avec une personne, comment on peut mettre une personne plus à l'aise pour que la personne puisse parler davantage, s'exprimer davantage, n'ait pas peur de dire la vérité. Bon, ben, tout ça, c'est des éléments pour lesquels les chercheurs offrent d'importantes pistes de réponse. Lorsqu'il est question de l'appréciation du non-verbal dans les procès, en fait, un autre point qui est important, en fait, d'ailleurs qui a été souligné par la Cour d'appel du Québec, c'est que seul le comportement du non-verbal des personnes lorsqu'elles témoignent doit contribuer à l'évaluation de leur crédibilité. En fait, ce que la Cour d'appel du Québec disait, c'est que le comportement inapproprié ou inacceptable d'un accusé dans un procès ne constitue pas la preuve. Son comportement durant le procès en salle d'audience n'a rien à voir avec sa crédibilité comme témoin, ou encore moins avec sa culpabilité. Encore une fois, cette prise de position-là est tout à fait légitime. Le hic, je dirais, c'est que d'un point de vue scientifique, on sait très bien que finalement, un être humain ne peut pas se concentrer uniquement sur le témoin qui parle, mais tous les éléments de l'environnement vont contribuer finalement à créer des impressions qui, elles, peuvent teinter l'appréciation du comportement non-verbal de la personne qu'on doit écouter. Donc, c'est ce qu'il y en est. Et finalement, comme la Cour d'appel le rappelle, en fait, en 2016, la Cour d'appel du Québec a rendu un jugement où elle mentionne essentiellement que l'observation passive du comportement non-verbal d'un témoin lors d'un procès pour distinguer les menteurs des personnes qui disent la vérité, c'est injustifié. Alors, c'est plutôt comme point de départ un examen plus approfondi en cours d'interrogatoire que le comportement du témoin devrait être pris en compte par le juge. Cette prise de position-là, ben, en fait, d'ailleurs, lorsque la Cour d'appel du Québec a mis cet argument-là de l'avant. En fait, elle a cité un texte que j'avais écrit. Donc, évidemment, bon, je ne peux pas être en désaccord avec ce qui est mentionné. Il faudrait juste ajouter, dans une situation idéale, un élément supplémentaire, c'est que, oui, effectivement, le non-verbal représente un point de départ, finalement, pour essayer de mieux comprendre les témoins. Ceci étant dit, il faut toujours être prudent pour un décideur, être prudent quant au biais de confirmation. Parce que, par exemple, si un décideur avait une intuition initiale à l'effet qu'une personne est honnête ou ne l'est peut-être moins, eh bien, les questions supplémentaires qui découlent de l'observation du non-verbal, bien, les questions supplémentaires pourraient contribuer à confirmer une intuition initiale sans même que le décideur ne s'en rende compte. Autrement dit, le biais de confirmation, si vous n'êtes pas familier avec ce concept-là, en fait, c'est la tendance qu'ont les êtres humains à donner davantage de poids et à voir davantage des éléments qui confirment leur croyance et à donner moins de poids et voir moins les éléments qui vont à l'encontre de leur croyance. Autrement dit, vous et moi, quand on a une opinion, on pense par exemple qu'une personne ne nous dit pas la vérité, ou ben, on peut avoir tendance à voir les éléments qui vont confirmer notre croyance. Le problème, c'est que si notre croyance est erronée, eh bien, ces éléments-là qui vont s'accumuler vont contribuer à renforcer une croyance qui initialement est erronée.
Donc, autrement dit, quand on parle du non-verbal comme point de départ, un examen plus approfondi en cours d'interrogatoire, ce point de départ-là, en fait, il faut quand même être sensible au fait que si le point de départ est inexact, c'est-à-dire que si l'appréciation du comportement non-verbal, au départ, elle est basée sur des stéréotypes ou des préjugés, ou des croyances, ou des biais, eh bien, le questionnement qui va suivre pourrait, lui, en fait, venir confirmer un point de départ qui est inexact, et ça peut être un peu problématique à tout le moins. Ça, c'est la position de la Cour suprême du Canada et c'est en fait des propos finalement du plus haut tribunal du pays et des tribunaux d'appel québécois. Puis comme je vous le mentionnais, ce n'est pas le propre du Québec ni du Canada. En fait, ces positions-là, des positions qui sont partagées par d'autres tribunaux un peu partout dans le monde. Faisons une pause sur l'aspect juridique. Maintenant, regardons un peu l'aspect recherche du non-verbal. Je vous en ai parlé un petit peu parce que au sujet de différentes positions des tribunaux, je disais, mais bon, il y a quand même, ça soulève des questions d'un point de vue scientifique. Là, parlons simplement de la recherche sur le non-verbal, puis par la suite, on va essayer de faire un dialogue entre les deux. D'abord, c'est quoi le non-verbal? Quand je parle non-verbal, en fait, parce que dans le PowerPoint, si j'utilise le terme communication non-verbale, ça prend beaucoup de place. Donc, pour les fins de la présentation, j'ai décidé de juste utiliser le terme non-verbal dans les titres. Mais comprenez-moi bien, là, je fais référence à la communication non-verbale. Alors, la communication non-verbale, essentiellement, c'est quoi? C'est la communication autrement que par les mots. Ça, c'est la base, mettons. Quand on parle de communication non-verbale, souvent, on va associer ça aux expressions faciales, à la gestuelle. Bon, bien, évidemment, les expressions faciales et la gestuelle, ça transmet des messages, ça crée des impressions. Je dis transmet, là, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais pour les fins de la discussion, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, ça transmet des informations, ça crée des impressions. Oui, les expressions faciales, oui, la gestuelle le fait, mais on peut transmettre des messages puis créer des impressions par une multitude d'autres façons sans les mots. La façon qu'une personne s'habille, l'environnement. Juste le fait que vous voyez ici l'environnement en arrière de mon bureau, ça crée chez vous des impressions qui sont exactes ou inexactes. Là n'est pas le point à l'heure actuelle, simplement que ça crée des impressions qui vont venir teinter votre façon d'apprécier ce que je dis. Donc, ça peut être à la fois des caractéristiques personnelles, la façon dont une personne s'habille, le fait qu'une personne a un lacet détaché dans une situation particulière, ça peut créer des impressions ou même faire perdre l'attention de l'observateur, puis finalement se concentrer plus sur le soulier que sur les propos. Tout ça, c'est du non-verbal. La forme du visage d'une personne. La forme du visage d'une personne. Il y a des chercheurs qui ont documenté que la forme du visage, d'accord, le fait qu'on observe une personne, qu'on dit cette personne-là m'apparaît digne de confiance ou pas, bien, c'est un des facteurs qui pourrait jouer sur le fait qu'une personne est condamnée à mort ou à prison à perpétuité. Ces éléments-là, c'est extrêmement important. On va en parler dans un instant, mais une personne qui présente, ou en fait qui semble présenter des remords par le non-verbal, bien, ça peut jouer sur différents aspects dans le système de justice. Mais pourtant, et je vais le mentionner, ce que la recherche montre, c'est qu'il n'y a non seulement aucun indicateur qui permet de détecter les menteurs par l'observation du non-verbal. Autrement dit, il n'y a pas d'indicateur de comportement non-verbal qui est présent chez tous les menteurs et absent chez tous les individus qui disent la vérité. Et il n'y a pas non plus d'indicateur non-verbal présent chez tous les gens qui ont des remords et absent chez tous les gens qui n'en ont pas. Et ça, c'est important de s'en rappeler pour lorsque vient le temps d'apprécier en fait les propos d'une personne. C'est-à-dire que finalement, peut-être que c'est pas aussi clair que ça d'évaluer la vérité ou le mensonge, et c'est peut-être pas aussi clair que ça d'évaluer la présence ou l'absence de remords, notamment par l'observation du comportement non-verbal. Et la recherche sur le non-verbal, dites-vous une chose, ça ne date pas de 2009. Bon, il y en a plusieurs, certaines et certains d'entre vous qui connaissez sans doute la télésérie Lie to Me ou des téléséries du genre Le Mentaliste et tout ça, des téléséries assez récentes. Et bon, ces téléséries-là, bon, évidemment, ils ont eu le mérite de sensibiliser le grand public à des enjeux de communication non verbale, mais il faut bien comprendre que ce qui est présenté dans ces séries-là, très souvent, c'est plus de la fiction que de la science. La science du non-verbal, en fait, les recherches sur le non-verbal, elles datent au moins, je dis au moins, des années 1960, mais même quand on remonte encore plus loin, vous avez par exemple Darwin ou Guillaume Chêne de Boulogne qui ont publié des ouvrages qui étaient vraiment
qui avaient vraiment comme objet central là, la communication non verbale. Voilà. Donc, vous avez au moins depuis les années 60, là, en fait 70, 80, vous avez là, vraiment là, une foule de publications scientifiques. Ça, c'est en fait, c'est un article. Ce que vous voyez devant vous, c'est un article que moi et un collègue, on a publié en français. En fait, puis la plupart, c'est ça l'affaire, c'est que la plupart des articles scientifiques sur la communication non verbale sont en anglais. Ce qui rend la connaissance parfois un peu moins accessible. Puis en plus de ça, la connaissance scientifique sur le non-verbal est très peu vulgarisée. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a justement plusieurs croyances inexactes sur le non-verbal. Une des raisons qui explique peut-être ça, c'est notamment parce que les chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là ont peut-être fait défaut de diffuser au grand public des connaissances extrêmement importantes pour le développement de meilleures pratiques. Ceci étant dit, j'essaie de publier en français, je publie également en anglais, puis ça, c'est un article en français qui dresse un survol finalement de la connaissance scientifique au cours des 60 dernières années. Et quand je vous parle d'une connaissance de la communication non verbale extrêmement riche, en fait, il y a quelques années, c'est un peu une image, en fait, ce que vous avez devant vous, mais il y a quelques années, moi et un collègue, justement Pierrick, en fait, nous avions publié un article sur les 1000 articles les plus cités dans le domaine des comportements non verbaux visibles. Et pour trouver les 1000 articles les plus cités dans le domaine des comportements non verbaux visibles, il a fallu dresser en premier une petite base de données. Et en fait, ce que ce travail-là a mis en lumière, c'est qu'en termes de comportements non verbaux visibles, il y a au moins 30 000 publications scientifiques là-dessus. C'est énorme en termes de connaissances. Donc voilà. Ce que la recherche dit en termes de communication non verbale, en fait, évidemment, là, je ne peux pas résumer, je regarde le temps passer, évidemment, je ne peux pas résumer ça en quelques minutes, mais il y a quelques points qui m'apparaissent très, très importants finalement à quand même à vous souligner, notamment un premier point, il n'y a pas de dictionnaire d'indicateurs non verbaux, et ça, en fait, je l'ai déjà dit dans le passé et je ne suis pas le seul chercheur à le dire, en fait. Regardez l'article auquel je fais référence, là, Hall et ses collègues, en fait, de 2019. En fait, Judith Hall, c'est une très grande chercheure dans le domaine du non-verbal qui a énormément publié sur la question. Et l'article de 2019, en fait, ça s'adresse à un portrait, finalement, de la recherche sur la communication non-verbale. Donc, premièrement, mettons les choses au clair. Ce que la recherche montre à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de dictionnaire du non-verbal pour interpréter les gestes. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs contextuels qui vont jouer sur la façon dont l'intention va être communiquée. Les autres comportements verbaux puis non-verbaux vont contribuer à l'appréciation de la gestuelle puis des expressions faciales. Et tout ça, ça peut jouer sur finalement l'appréciation et le sens des comportements. L'autre chose qui est super importante de se rappeler, c'est que lorsqu'il est question d'appréciation du comportement non-verbal, la plupart de cette appréciation-là se fait sans même qu'on en ait conscience. Et ça, c'est extrêmement important de s'en rappeler, parce que quand moi, je vous parle de l'impact du non-verbal dans les procès, là, je ne suis pas en train de vous parler de l'impact de lire ou de décrypter le non-verbal. Moi, je dis simplement, là, le non-verbal, il est là, il y a un impact, puis voici c'est quoi cet impact-là, puis voici les conséquences que ça peut avoir. Donc, je ne vous parle pas de décryptage ou de décodage du non-verbal. Et pour les faits, puisque évidemment, c'est une présentation au laboratoire de cyberjustice, je me permets quand même de vous rappeler, comme je l'ai mentionné plus tôt, qu'il n'y a pas de. À l'heure actuelle, et la science, ça évolue, d'accord? Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve comme quoi il y a une expression faciale, un comportement non-verbal ou un marqueur physiologique qui permet d'identifier la présence ou l'absence de remords. Je vous rappelle, hein, personne ne peut pleurer parce qu'elle éprouve une émotion, elle éprouve de la tristesse. Mais une personne aussi qui éprouve de la tristesse peut aussi ne pas pleurer parce que c'est sa façon à elle de vivre son émotion. Donc voilà, c'est dit. Lorsqu'il est question de non-verbal dans les procès, donc on prend cet élément-là, vous avez la connaissance scientifique sur le non-verbal, et on peut se dire, dans un procès, comment cette influence-là du non-verbal qui est déjà documentée peut se matérialiser. Alors, dites-vous une chose, le non-verbal dans une salle de procès, dans une salle de cours, en personne, le non-verbal, ça ne se passe pas juste chez le témoin. Le non-verbal, c'est chez les juges, les jurés, les greffiers,
les constables spéciaux, les témoins, les avocats. Ça, c'est une chose, mais aussi l'environnement dans lequel le procès se déroule, la salle de cour, un palais de justice. Lorsqu'un témoin rentre dans un palais de justice, il y a quelque chose qui se passe. L'architecture, l'environnement, tout ça crée des impressions. C'est des aspects non-verbaux. En fait, dans la littérature, bon, il pourrait y avoir un débat là, à l'effet, bon, est-ce que les messages communiqués par l'architecture, l'environnement et tout ça, est-ce que ça constitue de la communication non-verbale de la même façon que la gestuelle, les expressions faciales? Alors, évidemment, il y a des points de jonction puis de disjonction là-dedans, mais ça crée des impressions néanmoins qui sont, on peut s'y attendre, pas les mêmes lorsqu'un témoin va rentrer dans une salle de cour, va s'asseoir à un endroit particulier, le juge est assis à un endroit particulier, le juge est dans une position un peu plus surélevée. Lorsque le témoigne, il va se déplacer en endroit pour s'adresser au tribunal. Bon, bien, tous ces éléments-là, évidemment, c'est des choses qu'on ne retrouve pas lorsqu'une personne s'assoit dans son salon et doit témoigner par vidéoconférence. Des points sur lesquels je vais revenir dans un instant. Donc, et si je reviens juste, là je vous parle du non-verbal de façon générale dans un procès, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un procès est un procès en personne? Mais chez le témoin, là, un petit instant, revenons au témoin, chez le témoin, son non-verbal, ce n'est pas juste, je m'excuse, mais ce n'est pas juste son visage. Chez le témoin, le visage, oui, va contribuer. D'ailleurs, le visage est extrêmement important dans la communication non-verbale, mais évidemment, chez un témoin, le non-verbal, ce n'est pas juste son visage. Puis, le non-verbal, en fait, que ce soit la façon dont la gestuelle d'un témoin, sa posture et tout ça, la façon dont il va regarder le tribunal, tout ça, ça va jouer, ça va créer des impressions, ça va transmettre des messages, mais ce n'est pas tout, en fait, parce que le non-verbal aussi, ça permet aux participants d'obtenir du feedback. Au moment même là, où la personne parle, elle reçoit du feedback des personnes qui l'écoutent. Le non-verbal permet de coordonner les interactions, en fait. Et tout ça, ça offre la possibilité aux parties à l'interaction d'atteindre les objectifs de leur interaction. Et donc, le non-verbal et la jurisprudence, je peux m'exprimer comme ça, le non-verbal d'un point de vue de la recherche. Et maintenant, regardons, en fait, c'est quoi les arguments pour ou contre, si je peux m'exprimer comme ça, je pense que c'est pas une expression adéquate, là, mais pour les fins de la discussion, c'est quoi les critiques du rôle sur le non-verbal dans les procès? Bon, ben, ce que je vous dis là, en fait, c'est des choses que j'ai écrites dans le passé, c'est des articles qui étaient dans la liste d'ailleurs. Donc, un premier argument contre l'importance du non-verbal dans les procès, c'est le fait que les indicateurs non-verbaux de mensonge ne sont pas fiables. Bon, cet argument-là est exact, d'accord? C'est un fait, les indicateurs non-verbaux de mensonge ne sont pas fiables. Ce que la recherche montre, là, c'est qu'il n'y a pas d'indicateurs présents chez tous les menteurs et absents chez tous les individus qui disent la vérité. Il n'y a pas d'indicateur similaire au nez de Pinocchio. Puis d'ailleurs, le fait de se toucher le nez, ce n'est pas un signe de mensonge. Ben, vous verrez, j'arrête pas de me gratter le nez, c'est parce que j'ai le nez sec en passant. Donc, c'est simplement pour ça. Ça me pique un petit peu. Mais ça, ce n'est pas un indicateur de mensonge. Le fait de détourner le regard, ce n'est pas un indicateur de mensonge. Le détournement du regard, soit dit en passant, c'est la principale croyance populaire mondiale au sujet du mensonge. Mais la réalité, c'est qu'autant une personne qui ment qu'une personne qui dit la vérité peut détourner le regard. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une personne détourne le regard, entre autres la culture de la personne, le fait qu'elle soit anxieuse, qu'elle soit embarrassée. Mais l'embarras puis l'anxiété, ce n'est pas le propre du menteur. La vérité peut être très, très anxiogène, peut être très, très embarrassante. Donc, il n'y a pas d'indicateur similaire au nez de Pinocchio. Bon, ça, c'est un argument qui est soulevé pour dire, ben, finalement, puisqu'il n'y a pas d'indicateur similaire au nez de Pinocchio, ben, le non-verbal dans les procès, ce n'est pas très, très utile. Ce que moi et d'autres chercheurs ont répondu, on dit, OK, d'accord, nous sommes d'accord avec le fait qu'il n'y a pas d'indicateurs non-verbaux de mensonges qui sont fiables. Il n'y a pas d'indicateurs non-verbaux de mensonges qui sont fiables. OK? Donc ça, on est d'accord. Mais
moi et d'autres collègues, on met de l'avant, c'est que il n'y a peut-être pas d'indicateurs non-verbaux fiables, mais il n'y a pas non plus d'indicateurs vocaux et verbaux fiables. Vocaux, je parle par exemple l'hésitation. Bon, mais l'hésitation, ce n'est pas un signe fiable de mensonge. La spontanéité, ce n'est pas un signe fiable de vérité. Donc, des éléments vocaux, dans la façon dont la personne s'exprime. Verbaux. Est-ce que le fait d'utiliser certains mots plutôt que d'autres serait des indicateurs fiables de mensonge? Mais la réponse à ça, c'est non. Il n'y en a pas non plus. Donc, autrement dit, il n'y a pas d'indicateurs non-verbaux, il n'y a pas d'indicateurs verbaux, puis il n'y a pas d'indicateurs vocaux fiables de mensonge. L'autre argument qu'on dit, c'est attendez, c'est un fait qu'il n'y a pas. Le non-verbal ne permet pas de détecter le mensonge par l'observation. Je vois un comportement, puis je le sais que la personne ment. Donc, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais l'usage du non-verbal pour détecter les mensonges, c'est un grain de sable dans l'océan des connaissances sur le non-verbal. Autrement dit, quand on regarde là, les fameuses 30 000 publications scientifiques sur les comportements non-verbaux visibles, il y en a juste une petite partie de ceux-là qui traitent de la détection du mensonge. Le non-verbal, en fait, est étudié dans une foule d'autres contextes. Des contextes où, par exemple, l'objectif, c'est de savoir c'est quoi le poids du non-verbal lorsqu'il y a une interaction. Comment on fait, par exemple, pour créer un lien de confiance avec une personne? Bon, tous ces éléments-là, c'est des éléments que je pourrais qualifier d'extérieurs à la détection du mensonge, des éléments extrêmement importants. Mais quand on élimine le non-verbal dans un procès, on élimine aussi la possibilité, l'apport du non-verbal dans tous ces autres apports-là, autres qu'à la détection du mensonge, on risque de les éliminer aussi dans les procès. Et donc, comme je le mentionne sur ce que vous voyez à l'écran, le non-verbal, la réalité, c'est qu'il sert une multitude de fonctions autres que la détection du mensonge. Un argument à l'encontre du non-verbal, c'est-à-dire, oublions le non-verbal dans les procès parce que les gens ont des croyances inexactes sur le non-verbal. C'est un fait, les gens ont des croyances inexactes sur le non-verbal, mais les gens aussi, donc oui, mais les gens ont aussi des croyances inexactes sur le vocal et le verbal. Je vous ai donné quelques exemples il y a un instant. Puis d'ailleurs, rappelons-nous que dans les procès, les avocats vont parfois poser des questions pour accentuer des indicateurs vocaux puis verbaux qui sont associés à tort au mensonge. Donc, non seulement les gens ont des croyances inexactes sur le vocal puis le verbal, les gens de façon générale. À l'heure actuelle, il n'y a pas de données empiriques probantes qui suggèrent que les juges n'ont pas de croyances sur le vocal, le verbal ou le non-verbal. On a tous et toutes des croyances là-dessus. La question de savoir est-ce que nos croyances sont exactes, documentées, comme étant exactes, ou que nos croyances sont inexactes, ou qui ont été démontrées fausses, par exemple. Donc, autrement dit, c'est un fait. Les gens ont des croyances inexactes sur le non-verbal, mais ils ont aussi des croyances exactes sur le vocal puis le verbal. Puis en plus, les avocats dans les procès vont parfois mettre l'emphase ou poser des questions afin d'accentuer des éléments vocaux puis verbaux qui sont associés à tort au mensonge. Un autre argument à l'encontre qui suggère, en fait, un autre argument qui est amené à l'effet que le mensonge dans les procès, le non-verbal dans les procès, on devrait éliminer ça. Un des arguments qui est amené, c'est que la capacité des gens à détecter le mensonge est plutôt mauvaise. Détecter le mensonge par le non-verbal. Bon, cet argument-là ignore, en fait, les choses que je vous ai mentionnées précédemment, c'est-à-dire que dans un procès, le non-verbal, la détection du mensonge, je veux dire, c'est pas impertinent, là. Je veux dire, il y a des témoins qui mentent, d'accord? Mais dans un procès, là, la première fonction, là, finalement, là, en fait, aux chercheurs qui disent que le non-verbal dans un procès, ça sert à la détection du mensonge, puis comme on ne peut pas détecter le mensonge par le non-verbal, alors on devrait éliminer le non-verbal. Moi, ce que je réponds, c'est attendez, là, dans un procès, là, les témoins communiquent, les juges doivent comprendre ce que les témoins disent. La première fonction ici, c'est de comprendre ce qu'une personne essaie de dire. La première fonction du non-verbal d'un juge, c'est aussi de créer un lien de confiance, une ambiance de confiance dans laquelle les témoins vont pouvoir s'exprimer sans avoir l'impression d'être jugés immédiatement lorsque ils racontent les événements comme elles et eux les ont vécus. Donc, autrement dit, l'argument, la capacité des gens à détecter les mensonges par le non-verbal est mauvaise. C'est un fait. Si on vous présente, par exemple, une vidéo, on vous dit, est-ce que la personne ment ou dit la vérité? Vous avez à peu près une chance sur deux d'avoir un jugement exact.
Donc, la capacité des gens à détecter le mensonge uniquement par le non-verbal, elle est mauvaise. Mais le problème, c'est que dans certains contextes, effectivement, la capacité des gens à détecter le mensonge par les mots que les témoins utilisent, cette capacité-là, elle est en fait, la détection du mensonge par l'analyse des mots, en fait, permet d'obtenir des meilleurs scores. Le hic, c'est que les études qui sont faites pour la détection du mensonge par les mots, c'est des études qui sont faites dans un contexte d'interrogatoire policier. Et c'est des études qui sont beaucoup faites dans des contextes où le mensonge, c'est un mensonge de type falsification, c'est-à-dire personne dit rouge alors que la voiture, elle était verte. Le hic, c'est que dans un procès, il y a différents stratagèmes qui vont être utilisés pour créer des impressions, par exemple des exagérations, minimisation, des insinuations, à divers degrés, évidemment. Et donc, il est un peu questionnable, en fait, de suggérer que les études sur la détection du mensonge par les mots qui permettent un meilleur taux de détection sont applicables dans les... En fait, moi et d'autres chercheurs, on s'est positionnés là, vraiment de façon très, très catégorique en disant, là, attendez, là, vous ne pouvez pas appliquer des études qui ont été faites dans un contexte d'interrogatoire policier. Vous ne pouvez pas les appliquer à des procès. Un procès, ce n'est pas du tout un interrogatoire policier pour plein de raisons. La façon dont l'interaction fonctionne, ce n'est pas du tout la même chose. Les objectifs des parties à l'interaction, ce n'est pas du tout les mêmes. Et donc soyons prudents avant d'essayer de mettre en application des études faites dans des contextes policiers, de les mettre en application dans des procès, en fait. Soyons prudents. Un autre argument, et je vois que le temps file, on est dans le temps, c'est bien. Un autre argument pour suggérer que finalement le non-verbal dans les procès n'est pas utile, c'est que les formations pour détecter le mensonge avec le non-verbal n'aident pas vraiment. Et là, je parle des formations qui ont été testées. D'accord? Alors, comprenez-moi bien, là, sur Internet, vous marquez communication non-verbale, détection de mensonge, vous allez trouver une multitude de formations qui supposément permettraient d'améliorer la capacité à détecter les mensonges, des formations qui permettraient d'augmenter la capacité à comprendre le non-verbal. Alors, moi, je parle ici de formations là, qui ont fait l'objet de validation scientifique. Les formations qui ont fait l'objet de validation scientifique, en fait, pour détecter le mensonge, les résultats, c'est que les formations ne donnent pas des très bons résultats. Donc, c'est un fait, les formations pour détecter le mensonge avec le non-verbal n'aident pas vraiment. En fait, c'est ce qui est documenté. Et donc, sur la base de cet argument-là, des chercheurs vont dire, bien, finalement, le non-verbal ne devrait pas être utilisé dans le procès parce que les formations pour détecter le mensonge avec le non-verbal n'aident pas vraiment. Et à ça, je réponds, bien, évidemment, le non-verbal dans un procès, ça ne sert pas juste à détecter. Au contraire, là, ça ne sert vraiment pas juste à détecter le mensonge. L'autre chose aussi, c'est que quand cet argument-là est fait, c'est-à-dire les formations pour détecter le mensonge avec le non-verbal n'aident pas vraiment, souvent, ce que les chercheurs ajoutent après, c'est qu'ils vont dire, bien, mais les formations avec la détection du mensonge par les mots, elles aident la détection du mensonge. Bon, mais le problème, c'est que la détection du mensonge par les mots, rappelez-vous, c'est documenté principalement dans les interrogatoires policiers. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser cet argument-là pour justifier quoi que ce soit dans les procès. Et l'autre chose aussi qui est important de se rappeler, effectivement, les formations pour détecter le mensonge avec le non-verbal n'aident pas vraiment, mais il y a des formations validées scientifiquement qui permettent, par exemple, d'améliorer la reconnaissance des émotions, des intentions, des traits de personnalité. Ça offre ce genre de formation-là, ça offre des résultats encourageants. Et dans un contexte où l'objectif du juge ou des jurés, c'est de comprendre ce que les témoins essayent de dire et non pas là, de détecter à tout prix qui ment, qui dit la vérité. En fait, si un décideur, peu importe le tribunal, rentre dans une salle de cour et que la première réflexion, c'est-à-dire, moi, je vais essayer de trouver qui ment ou qui dit la vérité. Ça, d'ailleurs, c'est documenté, ça ouvre la porte, ça peut accentuer ce qu'on appelle le biais de confirmation ou ce que les juristes appellent le tunnel vision. Donc, autrement dit, à l'heure actuelle, ma compréhension de la recherche, c'est que le meilleur état d'esprit dans lequel un décideur peut rentrer dans un procès, c'est de dire, bon, ben, parfait, là, maintenant, je dois être à l'écoute. Donc, c'est plus je suis à l'écoute plutôt que, ben, y a-t-il quelqu'un qui ment ou qui dit la vérité ici? Parce que rappelons-nous que deux personnes peuvent raconter un même événement. Les versions peuvent a priori sembler contradictoires, mais les deux personnes peuvent dire la vérité parce qu'ils expriment
leur point de vue sur un événement et leur point de vue est juste différent. Je donne toujours l'exemple, je montre une petite carte comme ça, puis je dis aux gens, qu'est-ce que vous voyez? Bien, vous voyez une ligne. Mais si après ça, je demande aux gens, qu'est-ce que vous voyez ici? Ils vont me dire, bon, on voit un rectangle. Bon, bien, une ligne puis un rectangle, a priori, ça a l'air super contradictoire. Comment une personne, d'un côté, peut voir une ligne, puis l'autre personne peut voir un rectangle? Bien, la raison, là, c'est simplement parce qu'ils regardent la même chose, mais d'un point de vue différent. Ce n'est pas parce que des personnes ont des versions contradictoires qu'il y a nécessairement une personne qui ment, qui dit la vérité. Donc, d'où l'objectif, vraiment, de dire, j'entends des témoins, je vais essayer de comprendre ce qu'ils essaient de me dire, peut-être de voir, dans le fond, dans quelle mesure leurs versions peuvent être, les éléments là, qui pourraient, par exemple, c'est un exemple, évidemment, ce n'est pas un conseil ou quoi que ce soit, d'ailleurs, je l'ai dit dans la prémisse de ma présentation, mais dans quelle mesure des versions différentes peuvent montrer, en fait, différents points de vue d'un même événement, je pense que ce n'est pas impertinent de se poser la question. Alors, en terminant, bon, évidemment, là, je vous ai mentionné tout ça. J'espère que ça suscite la réflexion, des réflexions que vous pouvez avoir vous-même sur les enjeux de justice virtuelle. En fait, ce que je regrette, en fait, et c'est d'ailleurs pourquoi on avait écrit un article là-dessus, c'est que, en termes, bon, évidemment, il y a des mesures, tout le monde, personne n'est contre la vertu, d'accord? Puis je ne suis pas contre la vertu, évidemment. Nous sommes dans une pandémie et la justice doit suivre son cours. On adopte des mesures présentement. La question qui se pose, en fait, c'est dans quelle mesure les mesures qu'on adopte actuellement, ce qui était un contexte plutôt temporaire, vont devenir permanentes. Et donc, à ce moment-là, si les mesures adoptées de façon temporaire doivent devenir permanentes, je pense qu'il n'est pas impertinent de se questionner, entre autres, sur l'impact du non-verbal dans les procès. Et à nouveau, pourquoi? Parce que le non-verbal dans les procès, ça contribue à créer. Le non-verbal dans les procès, c'est ce qui fait qu'un procès est un procès. Ça permet d'aider les gens à communiquer et à se comprendre. Et il y a des recherches qui montrent, par exemple, que ça soulève des questions sur les procès par Zoom. Je ne suis pas en train de vous donner des réponses, mais ça soulève des questions sur les procès par Zoom, notamment le fait que les stéréotypes faciaux, si on met l'emphase sur le visage d'une personne, bon, mais les stéréotypes faciaux peuvent contribuer à jouer sur l'appréciation de la preuve. Bon, si ça se trouve, dans les procès par Zoom, on a très souvent le focus sur le visage. Est-ce que, par exemple, ça pourrait nuire, par exemple, à l'appréciation de la preuve à cause des stéréotypes faciaux? C'est une question qui est légitime de se poser, compte tenu de la littérature, sur l'impact des stéréotypes faciaux sur l'appréciation de la preuve. Donc, c'est essentiellement ce que j'ai mentionné il y a un instant. Et je termine, en fait, parce que moi, je m'intéresse à l'impact du non-verbal dans les procès. Les effets collatéraux potentiels, finalement, des procès virtuels, c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel j'ai déjà écrit et je continue de travailler. Mais il y a d'autres chercheurs qui ont déjà souligné d'autres dommages collatéraux potentiels des audiences virtuelles. Et je pense qu'il n'est pas impertinent de garder ça en tête lorsque vient le temps, par exemple, de garder de façon permanente des mesures adoptées de façon temporaire. Je ne suis pas en train de dire, comprenez-moi bien, là, à nouveau, là, je ne suis pas en train de dire qu'un procès par Zoom ou par Teams ou par un autre outil technologique comme ça, il ne doit pas y en avoir. Ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on doit rendre permanentes des mesures temporaires ou qu'on doit généraliser davantage des mesures temporaires, je pense qu'il n'est pas impertinent de regarder d'autres enjeux collatéraux qui ont été soulevés par d'autres chercheurs. Puis, dans ces autres enjeux-là, il y a notamment le danger de déshumaniser des justiciables. Les procès par Zoom ou par Teams peuvent contribuer, je dis bien peuvent contribuer, ou être un obstacle finalement à l'interaction efficace et confidentielle entre l'avocat et son client. Les procès par Zoom ont le potentiel, disons, c'est tout nouveau les procès par Zoom. Donc, en termes de connaissances empiriques, on a très peu de choses sur l'aspect non-verbal des procès par Zoom. Donc, je vais le formuler comme ça. Est-ce que les procès par Zoom pourraient contribuer à altérer l'image et le rôle du juge, en fait, la perception par le public? Est-ce que les procès par Zoom pourraient
être un obstacle à la fonction symbolique des tribunaux? Et est-ce que les procès par Zoom pourraient être une entrave à l'autorité et à la légitimité de la loi? En fait, les 5 points que vous avez là, c'est des points qui ont été soulevés par d'autres chercheurs. Donc, je n'ai pas le mérite de ces questionnements-là, je tiens juste à le préciser. Moi, je m'intéresse simplement à l'aspect, davantage à l'aspect non-verbal chez les témoins, l'évaluation de la crédibilité dans les procès en face à face et maintenant dans les procès par Zoom. Alors, ma conclusion, rappelez-vous que le non-verbal dans les procès, c'est probablement comme un iceberg. En fait, quand on y pense, on se dit le non-verbal, ça a une importance dans les procès. Ça, c'est la partie supérieure de l'iceberg. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que le non-verbal, l'importance du non-verbal, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Mais cette importance-là elle est pas du tout négligeable, en fait. Puis des années de recherche montrent que le non-verbal, dans les interactions face à face, c'est extrêmement important. Alors, j'avais noté une couple d'articles sur lesquels je m'étais basé pour faire cette présentation-là. Principalement, là, c'est sur celui-ci que vous voyez à l'instant et celui-là également, qui a été publié récemment. Alors voilà, c'est ce qu'il y en est. J'espère que ça suscite chez vous la réflexion. Et à partir de là, quand on réfléchit à ces enjeux-là, je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour développer des meilleures pratiques basées sur des données probantes. Donc voilà, je vais être disponible pour les questions maintenant. Merci beaucoup, Maître Deneau, pour cette présentation super intéressante. Donc, j'invite le public à poser leurs questions dans la boîte questions et réponses. Nous en avons déjà 2. La première étant, quand vous dites que les indicateurs verbaux de mensonge ne sont pas fiables, est-ce que cela inclut l'analyse du contenu lui-même du message? Par exemple, est-ce qu'il y a des contradictions internes? Oui, OK. C'est une très bonne question. Merci de la poser. Il y a effectivement des outils qui ont été développés pour évaluer le caractère, je dirais, véridique de déclaration. Certains de ces outils-là permettent d'obtenir des taux de détection beaucoup plus élevés que par l'observation du non-verbal. Ça, c'est un fait. Le hic, c'est que la façon dont ces outils-là fonctionnent, leur application dans un contexte d'interaction face à face, en fait, c'est juste pas possible parce que, par exemple, vous avez des outils là, qui proposent de regarder les détails. En fait, ils appellent l'approche de la vérifiabilité. C'est une approche de détection de mensonges qui suggère que les personnes qui disent la vérité vont donner davantage de détails qui sont vérifiables que les personnes qui mentent. L'affaire, c'est que la façon dont cette approche-là est utilisée, il faut avoir des déclarations écrites, c'est l'idéal, et après ça, il y a une analyse qui doit être faite sur ces déclarations-là. Donc, on ne peut pas, dans un contexte d'interaction face à face, dire à une personne, et premièrement, dans le fond, et rappelez-vous, là, ça c'est vraiment important, c'est que dans ces outils-là, de l'analyse verbale, les déclarations obtenues résultent de questions vraiment très spécifiques, très larges. Et ce genre de questions-là, en fait, c'est difficilement applicable dans un contexte de procès en face à face. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a des outils qui permettent d'améliorer la capacité des gens à détecter les menteurs par l'analyse des mots, mais leur utilisation de ces outils-là dans un contexte de procès face à face, une interaction en direct, si je peux m'exprimer comme ça, leur application c'est plus difficile, en fait. Il y a beaucoup d'obstacles à leur application dans un contexte en direct face à face. Merci. Une seconde question étant, vous parliez du non-verbal lors d'un procès, plus particulièrement de l'architecture de la salle de procès et des procédures d'un procès. Admettons que ce genre de non-verbal puisse intimider certaines personnes, des parties ou des témoins. Est-ce que le fait que les témoins ou parties peuvent maintenant témoigner ou plaider sans avocat du confort de leur salon pourrait changer cette dynamique? Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est un questionnement qui est tout à fait légitime, en fait. Puis d'ailleurs, je n'ai pas de données qui permettent, par exemple, d'ailleurs, il y en a peut-être, mais je ne suis pas au courant de données qui comparent, en fait, justement, le caractère intimidant d'un... en fait, je pense que de façon anecdotique,
plusieurs avocats et avocates pourraient très bien dire qu'il y a des témoins qui vont être intimidés par la salle de cours. Ça, je veux dire, je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. La question qui se pose à ce moment-là, si par exemple la personne est moins intimidée de témoigner lorsqu'elle se trouve chez elle, à ce moment-là, ça peut devenir un effet positif. En fait, a priori, je pense qu'il y a lieu de se questionner à l'effet que ça pourrait devenir un effet positif d'un procès virtuel. C'est tout à fait légitime comme réflexion, je dirais. Puis je ne suis pas en désaccord avec ce point de vue-là. Il s'agira de voir. Si ça, c'est un des aspects positifs, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres aspects négatifs? Essayons de les examiner. En fait, essayons d'examiner l'idéal, finalement, c'est essayons d'examiner la grande question, en fait, je dirais, c'est dans quel contexte un procès virtuel sera le meilleur type de procès. Je ne pense pas que les procès virtuels sont là pour... Ils ne partiront pas, là. Je pense il y en aura, et il y a certainement des contextes dans lesquels c'est probablement la meilleure chose à faire. La grande question qui se pose, c'est quels sont les contextes où un procès virtuel, ce sera la meilleure chose à faire, et quels sont les contextes où des procès en personne seront la meilleure chose à faire. Et donc, c'est à peu près l'objet de la réflexion, finalement, que je propose en disant, quand vous allez faire cette évaluation-là, n'oubliez pas l'aspect non-verbal des procès, l'aspect communicationnel d'un procès. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Et aussi, justement, le fait que Zoom ne permet généralement de voir que le visage de la personne, est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise chose dans l'évaluation du non-verbal? Parce que vous semblez dire que ça peut être trompeur sur l'appréciation. Oui. En fait, ce que moi et des chercheurs ont argumenté dans l'article qui a été publié récemment dans le Journal of Nonverbal Behavior, c'est que le fait qu'on ait ce qui est documenté à l'heure actuelle, c'est que les stéréotypes faciaux, donc par exemple, une personne qui a de l'air toujours en colère, mais en fond, c'est ses rides qui font en sorte que la personne a de l'air toujours en colère, ou une personne qui a, par exemple, un visage qui appelle un visage mature, ce qu'on appelle un mature face, OK? Versus un visage qui a de l'air plus tout le temps joyeux, ou un visage, par exemple, qui a de l'air d'un baby face. Par exemple, quand moi, je me rase la barbe, j'ai de l'air d'avoir 16 ans. D'accord? J'ai un baby face. Bon, ben, le fait que j'ai un baby face versus quelqu'un qui aurait un mature face, ça, ce qui est documenté, c'est que ça peut jouer ensuite sur l'appréciation d'un témoignage. D'accord? Donc, le visage d'une personne, ça peut jouer sur l'appréciation d'un témoignage. Ce que moi puis mon collègue Miles Patterson avons mis de l'avant comme argument, c'est de dire attention, parce que dans un procès Zoom, considérant que le visage est omniprésent, en fait, c'est presque souvent la seule chose qu'on va voir. On voit un peu mes gestes, mais on ne les voit pas tout le temps. On ne voit pas le reste de mon corps, je suis assis et tout ça, donc ça change la dynamique. Mais s'il y a un focus sur le visage, considérant que les stéréotypes faciaux jouent sur l'appréciation de la preuve, est-ce que, à ce moment-là, le fait de faire un procès par Zoom, ça pourrait encore plus teinter, à cause des stéréotypes faciaux, l'appréciation de la preuve? Ça, c'est une question qu'on met de l'avant, finalement, à cause de la littérature actuelle. Maintenant, on pourrait dire aussi, d'un autre côté, en fait, il y a d'autres chercheurs qui vont dire, bien, le fait qu'on ait un focus sur le visage, ça fait en sorte que le juge va voir le visage davantage que parfois si on était dans un procès en personne alors que la personne se trouve beaucoup plus loin. Et est-ce que le fait de voir davantage le visage permettrait, par exemple, de mieux comprendre des émotions, des intentions et d'autres aspects non-verbaux? La question on n'a pas une réponse catégorique à l'heure actuelle. Et donc, la position que moi et mon collègue on avait adoptée, c'était simplement de dire n'oubliez pas qu'il y a de la littérature qui montre que les stéréotypes faciaux peuvent teinter finalement l'appréciation de la preuve. Donc, voilà. Et une autre question connexe, donc dans un contexte de visioconférence toujours, est-ce qu'il y a des façons de faire qui peuvent favoriser l'évaluation de la crédibilité des témoignages? Par exemple, parce qu'on ne voit pas des interactions avec les tiers habituellement présents lors d'une audience. OK. J'ai manqué un mot qui fait peut-être que j'ai mal compris la question, donc je vais la paraphraser, mais en gros, est-ce qu'il y a des éléments non-verbaux dans une audience? Est-ce qu'il y a des éléments dans une audience Zoom qui permettraient d'améliorer la qualité des témoins, des éléments non-verbaux, par exemple? Est-ce que c'était ça la question? Oui. OK. Bon. Alors, la question, il y a une prémisse à cette question-là qui est importante de se rappeler, c'est que la crédibilité,
c'est un élément qui est subjectif. Donc, ce qui est crédible pour une personne n'est pas nécessairement crédible pour une autre personne, et ce qui est crédible chez une personne dans un contexte n'est pas nécessairement crédible chez la même personne dans un autre contexte. Je parle en termes de communication non verbale. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est simplement parce que, par exemple, vous regardez un politicien, vous allez trouver le politicien crédible, puis, votre ami va regarder, il va dire « pas crédible du tout, cette personne-là ». Bon, c'est ça la crédibilité. Crédibilité n'est pas synonyme de véracité. D'accord? Le hic, c'est que lorsqu'il est question de dire, bon, est-ce que dans un procès Zoom, il y a des choses qui peuvent faire en sorte qu'on peut améliorer la crédibilité d'un témoin? En fait, je suis un peu gêné par cette question, pour vous dire, parce que, en fait, j'imaginais la situation suivante. L'objectif pour moi d'un témoignage, puis par exemple de préparer un témoin, c'est que la personne soit dans un contexte où elle va pouvoir exprimer le mieux possible ce qu'elle a à dire, la vérité, en fait. Pour préparer un témoin, c'est pour essayer que la personne soit moins nerveuse lorsque vient le temps, par exemple, de s'exprimer au tribunal. Parce que malheureusement, la nervosité est souvent associée au mensonge. Donc, si une personne est nerveuse, il y a un risque que la personne semble, en fait, que la personne apparaisse moins crédible. Donc, comment on fait pour faire en sorte qu'une personne soit plus crédible dans un procès, soit en personne ou par Zoom? Ben, ça dépend. En fait, ça dépend, ça dépend du procès en question. Puis je vous dirais que j'aime mieux, en fait, si je me posais la question, est-ce que j'ai envie de bonifier la crédibilité d'un témoin en préparant? En fait, je pense que la préparation d'un témoin, c'est avant tout d'aider le témoin à mieux communiquer. C'est ça l'objectif. Et si une personne réussit à mieux communiquer, elle est dans une meilleure position pour que le tribunal comprenne davantage ce qu'elle tente de dire, ce qu'elle a vécu. Et donc je comprends bien que ma réponse n'est pas la réponse directe à votre question. Je dirais, mais pour y répondre directement, est-ce qu'il y a un élément non verbal qui permet dans les procès Zoom de faire en sorte qu'une personne soit plus crédible? Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, je n'en connais pas qui serait généralisable dans tous les procès Zoom. Donc, autrement dit, ça dépend de c'est quoi la nature du procès, c'est qui témoigne, c'est quoi l'objet du témoignage, qu'est-ce que la personne dit, tout ça. Et donc, plutôt que d'essayer de renforcer la crédibilité, je dirais qu'a priori, une réflexion que j'aurais, c'est de plus de dire comment je fais pour aider le témoin à mieux communiquer dans le contexte d'un procès par Zoom. Et je pense que c'est là vraiment le gros enjeu. En fait, c'est une réflexion à chaud. Là. Donc, peut-être que quand je vais me mettre à y penser davantage, j'irai dans une direction différente, mais bon, voilà. Merci. Donc, une autre question connexe. Donc, est-ce que l'allure plus décontractée du décideur dans une audience virtuelle pourrait favoriser la recherche de la vérité ou le contraire? Ça, c'est une question empirique qui serait assez facilement qui pourrait faire l'objet de recherche. Ce serait vraiment intéressant. En fait, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Les questions qui viennent à mon esprit à la lumière de cette question-là qui est posée, j'en ai deux. Pour favoriser finalement le fait qu'une personne donne de l'information et donne de l'information de qualité, pour qu'une personne parle, bon, évidemment, il faut créer un lien de confiance. Est-ce que, par exemple, le fait d'être habillé de façon plus décontractée pourrait contribuer à créer un lien de confiance? C'est une question qui se pose, d'accord? Mais de l'autre côté, est-ce que, par exemple, une personne qui est habillée de façon plus décontractée, ben, ça pourrait nuire à l'élément d'autorité d'un tribunal? Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur cet aspect-là? Donc, bien comprendre que si d'un côté, la façon de s'habiller peut jouer sur la capacité à créer un lien avec une personne, ben, dans un procès, oui, c'est important, mais ce n'est pas la seule chose qui est importante dans un procès. Donc mais ça pourrait être très, très intéressant de façon empirique à tester. Et à ma connaissance, ça n'a pas été fait encore, mais comme si certaines et certains d'entre vous voulez faire des maîtrises ou des doctorats sur ces sujets-là, il y a vraiment beaucoup de questions de recherche, des questions très importantes, pertinentes, pas juste au Québec, au Canada, mais partout dans le monde. Donc, vous avez vraiment là, si jamais ça vous tente d'en parler, bon, je ne suis pas professeur, là, je suis un simple stagiaire postdoctoral, mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Super. Et ensuite,
Une autre question, comment communiquer des descriptions d'événements qui requièrent de mimer des actions, de décrire des gestes à partir de Zoom, de support photo? Oh là Est-ce que, là! est-ce qu'il n'y aurait pas des limites à l'image que Zoom renvoie pour apprécier notre perspective? Cette question-là me paraît tout à fait légitime. Puis a priori, et je dis bien a priori, donc j'ai pas réfléchi, mais c'est une très, très bonne question. C'est-à-dire que, par exemple, quand une personne va expliquer un événement qui nécessite là, finalement une certaine gestuelle ou une certaine façon là, non verbale de l'expliquer, c'est une autre super question. Dans le fond, la question qui se poserait, c'est est-ce qu'un même événement expliqué par un événement, par exemple, où il y a une description, je dirais spatiale, là, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui nécessite une certaine gestuelle, est-ce que c'est compris de la même façon lorsqu'on est par Zoom ou qu'on est en personne? En fait, ça, c'est une super bonne question. A priori, je serais porté à penser qu'effectivement, il y aurait une différence dans la façon dont la chose va être comprise. Mais je ne peux pas vraiment aller plus loin. Ça, c'est plus une intuition que j'ai qui n'a la valeur que d'une intuition. Merci. Et finalement, pour conclure, est-ce que les éléments mentionnés par la Cour suprême dans l'arrêt Marquard, donc l'expérience logique et intuition du juge, ne retrouvent-ils pas toute leur importance? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais je vais y aller avec ça. Il est essentiel pour qu'un tribunal fonctionne que les juges utilisent leur expérience, leur intuition, leur connaissance acquise comme avocat. Je veux dire, c'est tout à fait déraisonnable même de penser qu'il faut juste se baser sur des données scientifiques pour pouvoir faire un procès. C'est impossible. Là. De la même façon que je donne toujours le même exemple, mais vous promenez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui a de l'air un peu louche, vous n'allez pas vous dire, je vais aller voir les publications. Je donne toujours le même exemple. Donc, si vous m'avez déjà entendu parler, vous l'avez entendu, cet exemple-là. Mais vous êtes dans la rue, vous voyez la personne qui a de l'air un peu louche, je n'allais pas vous dire, je vais aller voir la littérature scientifique sur les attaques imminentes pour voir c'est quoi les comportements non-verbaux de cette personne-là qui pourraient me laisser croire que la personne va m'attaquer. Évidemment, vous n'allez pas faire ça. Vous voyez la personne, vous allez changer de trottoir, that's it, ça finit. D'accord? Et au quotidien, ce qui fait qu'on peut fonctionner au quotidien, c'est notre expérience, notre intuition et tout ça. Donc, c'est essentiel, finalement, tout ça, à la tenue d'un procès en bonne et due forme. Le seul point que j'avance, en fait, c'est soyons prudents, parce que parfois, notre intuition puis notre expérience, notamment sur le non-verbal, elle est biaisée par différentes choses qu'on entend à droite et à gauche sur le non-verbal, sur des croyances généralisées sur le non-verbal. Et donc, la connaissance scientifique, finalement, elle permet, d'une certaine façon, de bonifier cette intuition et cette expérience-là qui, elles, donc l'expérience et l'intuition, sont essentielles pour tenir un procès. Donc, je n'étais pas sûr de répondre à votre question, je n'étais pas sûr d'avoir comprise, mais j'espère que ce que je vous dis là, ça génère des réflexions, suscite des questions. Puis à nouveau, ça représente ça, le questionnement, la réflexion, c'est un premier pas vers le développement de meilleures pratiques basées sur des données probantes. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui clôt notre conférence web d'aujourd'hui. Alors, merci encore une fois, Maître Deneau. Merci à vous également pour votre participation et vos questions. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.